discuter pendant un petit moment sur l'importance d'amener ces récits auprès du grand public. Et donc nous, on vous a sélectionné les 6 meilleurs scénarios parmi un appel à projet qui a reçu plus de 42 projets. Donc vous avez la chance de pouvoir entendre nos 6 meilleurs projets sélectionnés avec un fantastique comité de lecture composé de Mathieu Delahousse, directeur général de Flying Sequoia, Guillaume Callot, qui est cofondateur du Lapin de cinéma et du Festival de cinéma des Arcs, et Juliette Vigoureux, que vous avez peut-être vu en conférence plus tôt, qui est cofondatrice de La Base et du collectif Cut. Et donc moi je me présente, je suis Agathe Dudisquet et je suis en charge du programme Film for Change. Et donc aujourd'hui on avait envie de vous... Merci. Aujourd'hui, on avait envie de vous emmener dans des univers qui partagent des imaginaires collectifs qui sont plus responsables, peut-être qui nous partagent un autre rapport au bonheur, un autre rapport au vivant, des futurs qui soient plus désirables pour qu'on ait envie de faire cette transition écologique et sociale ensemble. Vraiment, notre objectif aujourd'hui, c'est de donner l'envie et de montrer que ce n'est pas une contrainte, la transition écologique, mais qu'au contraire, c'est quelque chose qui va nous rendre plus heureux. Donc, les autres auteurs et autrices finalistes présents aujourd'hui. On va commencer par Claire qui va nous présenter le projet de Antoine Sauve le Monde. Donc je vais vous présenter Claire. Après des études en politique environnementale et en philosophie des sciences, Claire Egnal a décidé de devenir scénariste et réalisatrice. Elle cherche à déployer dans ses fictions ses questionnements autour de l'urgence écologique née pendant ses études et 5 ans de militantisme écologique. Elle développe plusieurs projets, courts-métrages, longs-métrages et séries. Elle étudie la production à la FEMIS. Claire pour Antoine Sauve le Monde. Bonjour, merci. Donc bonjour à tous, merci d'être là. Moi je suis là pour vous présenter Antoine Sauve le Monde. C'est un long-métrage que j'écris avec Clélia Sarotte. Alors Antoine, c'est quelqu'un qui se pose pas beaucoup de questions. Il a fait des études brillantes, puis après il a fondé Opal. Opal, c'est le Ferrari français. C'est une boîte cotée au 440 qui produit des SUV de luxe. Tout ça, cet empire, il a fondé avec Enzo. Enzo, c'est son ami, son associé, son frère. Ensemble, c'est les rois du pétrole. Donc évidemment, c'est pas vraiment des écolos de la première heure. Au grand désespoir de Sacha. Sacha, c'est la directrice RSE de la boîte. Alors évidemment, on l'écoute pas beaucoup. Du coup, elle est un peu triste, elle est un peu au bord du burn-out et de la démission. Et un jour, le monde parfait d'Antoine va s'effondrer. Plus précisément, sa femme, dont il est vraiment, vraiment amoureux, va le tromper avec Enzo. Donc là, c'est la trahison ultime. Antoine, dans un éclair de génie, il va décider de se venger d'Enzo. Et il y a bien un truc que Enzo déteste, c'est les écolos. Alors il décide que Opal va devenir un leader de la transition écologique. Il annonce qu'ils vont passer au tout électrique, qu'ils vont complètement révolutionner leur stratégie de lobbying. Alors évidemment là-dedans, il y en a une qui comprend pas ce qui se passe, c'est Sacha. Mais bon, elle se dit, pour une fois que quelqu'un s'intéresse à ce qu'elle fait, allons-y. Et commence ainsi un duo improbable. Les premières annonces, elles sont super bien reçues. Enzo, il se dit que c'est génial, c'est une super stratégie de greenwashing. Il arrive même à s'arroger tout le bénéfice de ça. Et évidemment, Antoine, il est un peu embêté, c'était pas du tout l'effet qu'il recherchait. Alors, il creuse son sujet, il lit de la littérature écologiste, il rencontre des militants, et avec Sacha, il décide de s'attaquer à quelque chose d'intouchable, la taille des voitures. Alors évidemment, là, tout le monde panique, le board, le marketing, les syndicats, mais Antoine et Sacha, ils se démontent pas, ils arrivent à retourner les uns après les autres tous les membres du board, et ça passe, ils peuvent expérimenter un premier prototype. À ce moment-là, Antoine, il fait la une comme leader engagé. Il rêve déjà du regard plein d'admiration de sa femme et il se dit ça y est, je vais sauver le monde. Donc il va de plus en plus vite, de plus en plus loin, de plus en plus seul. Il multiplie les annonces invraisemblables, il se soucie de moins en moins de l'impact social des mesures qu'il propose. Et ça, évidemment, ça va l'isoler, il écoute de moins en moins Sacha. Et Enzo, il en profite pour reprendre la main sur le board. Et au prochain conseil d'administration, c'est la catastrophe, Antoine risque d'être évacué. Et le coup de grâce, c'est Sacha. Sacha, elle apprend qu'en fait, Antoine, il faisait tout ça pour une histoire d'ego et d'adultère. Du coup, il perd sa confiance et il perd sa plus précieuse alliée. Donc à ce moment-là, Antoine, il est au fond du gouffre, il est tout seul, mais enfin, il a un peu de temps pour réfléchir à ce qui est vraiment important pour lui. Donc,
il retourne voir Sacha, il s'excuse et ensemble ils créent une stratégie pour aller reconquérir le board. Au moment du conseil d'administration, il la laisse parler. Et ils arrivent à arracher un sursis, un petit budget. C'est pas, évidemment pas à la hauteur de ce qu'ils imaginaient, mais bon, c'est déjà ça. Et enfin, Antoine arrive à parler à sa femme. Il comprend qu'elle ne l'aime plus, et donc il accepte la rupture. Voilà, donc Antoine sauve le monde. En fait, c'est l'histoire d'un mec qui devient écolo pour les mauvaises raisons, mais qui reste pour les bonnes. On a décidé de raconter ça dans le monde de l'automobile, parce que pour nous, l'automobile, c'est un totem. C'est un symbole, bon, évidemment, de virilité, de consommation, de confort. C'est l'emblème du développement des sociétés capitalistes. Et ça nous permet de raconter que la transition écologique, c'est pas juste des petites mesures techniques, c'est avant tout un re-questionnement profond de nos valeurs. Nous, on a envie de raconter ça dans une comédie, véritablement, entre Le Loup de Wall Street et Don't Look Up, avec une esthétique de pub de bagnole très lisse au début, qui peu à peu dérape. Voilà, donc c'était Antoine sauve le monde, merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup Claire. Donc si on a des membres de board, n'hésitez pas à hésiter cette stratégie, peut-être que ça fonctionnera chez vous aussi. Alors maintenant, nous allons accueillir Clélia qui, après des études d'ingénieur à l'école polytechnique en sciences environnementales, puis une césure au cursus de cinéma Louis Lumière, décide de devenir autrice et réalisatrice dans le but d'incarner les questionnements écologiques et sociaux. Donc j'invite Clélia à venir sur scène pour nous présenter Putain de facteur humain. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Est-ce que vous m'entendez bien? Super. Qui n'a jamais trouvé ça très pénible de faire des petits gestes pour la planète? Moi perso, je trouve ça très chiant. Et Putain de facteur humain, c'est une série qui part de ça. C'est l'histoire de Margot, 23 ans, qui rentre chez ses parents et qui veut transformer la maison en laboratoire de la vie sobre et décroissante. Et sa mère est désespérée. Margot, du coup, elle vient de finir ses études d'ingénieure de robotique au Danemark. Elle est jeune, elle est pétillante, elle veut sauver le monde, elle n'a pas de travail. Et pire, elle refuse du travail parce que les entreprises ne sont pas assez alignées avec ses valeurs. Mais qui refuse du travail? Sa mère est au bout de sa vie. Sa mère, du coup, c'est Marie-Josiane, dite Joby. Et c'est la première de sa famille à être partie de la Martinique et être arrivée en métropole. Et Joby, elle a galéré. Elle a eu 1000 patrons terribles. Et aujourd'hui, elle a enfin le confort dont elle a toujours rêvé. Elle a la maison dans le lotissement pavillonnaire. Elle a le mari. Elle a le SUV. Donc Joby, elle a rien contre l'écologie, vraiment. Mais il y a des limites. Elle veut pas que Margot devienne folle. Et puis, que vont dire les voisins? Que va dire la famille? Et Joby, au fond, elle veut pas rater Margot et elle veut récupérer sa Margot. La Margot qui vit, la Margot qui pollue. Alors Joby, il va falloir qu'elle contre les offensives de sa fille, mais il va falloir qu'elle le fasse de manière détournée pour ne pas briser le lien. Donc, PFH, c'est ces deux femmes, mère-fille, qui confrontent leurs émotions respectives, tout ça dans le drama caractéristique de la culture antillaise. Et chaque épisode de 5 minutes part d'une idée de Margot. Épisode type, Joby a ses règles. Margot n'a pas acheté de serviette hygiénique. Margot a acheté une cup, une coupe menstruelle. Très simple, on met dedans, on attend, on sort, on lave, on réutilise. Pas de déchets, c'est super! Hors de question pour Joby. On n'a pas fait 30 ans de féminisme pour arrêter les serviettes, c'est pas possible. Autre exemple, Margot veut être végétarienne. Très bien, se dit Joby, et elle lui fait tous les plats de son enfance santillais. Joby cuisine elle-même le boudin et veut faire craquer sa fille. Et Margot va craquer. Et tout y passe comme ça dans la maison. Les capotes, les gâteaux d'anniversaire. Est-ce qu'on prend l'avion pour aller voir la famille aux Antilles? Et toute la maisonnée est réquisitionnée, le père, le frère, les voisins. Au fond, chaque épisode questionne une thématique qui est beaucoup plus large. Parce que quand on parle de la nourriture, on parle au fond de la transmission, du lien culturel. Et Margot, elle avait plein d'idées qui sont très logiques, mais elle va se confronter au putain de facteur humain. Le plus dur n'est pas le carbone, le plus dur c'est comprendre sa famille, vraiment. Donc l'écologie dans cette série, c'est un catalyseur qui réveille des tensions qui sont beaucoup plus profondes. Et
comme Ma famille d'abord ou comme Malcolm de l'écologie, en fait, au fond, on parle de famille, on parle de leurs liens, on parle de transmission générationnelle et on parle d'identité. Et j'ai à cœur du coup de développer des situations familiales qu'on a tous connues. On a tous des parents, on sait ce que c'est, et dans lesquelles on pourra se reconnaître. Moi, je m'appelle Clélia. J'ai eu l'idée de cette histoire à Polytechnique quand j'étais étudiante parce que j'avais plein de nouvelles idées et le Covid est arrivé. Donc moi-même, je me suis retrouvée chez ma mère. C'était assez folklorique. Et entre les discussions sur le chocolat, le nucléaire et le liquide vaisselle, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est que on n'avait plus les mêmes valeurs et on avait du mal en fait à retrouver le lien qu'on pouvait avoir ensemble. Et je pense que faire du lien, c'est vraiment un enjeu aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai vraiment à cœur de développer cette série. J'espère que vous avez autant envie que moi de la voir et que vous vous reconnaîtrez dans la famille de Margot et Joby. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci beaucoup Clélia, c'était exactement sur le timing, un grand bravo. Alors maintenant, nous allons accueillir un duo composé de Amélie Souterrain et Estelle Chauvin. Amélie Souterrain, après 15 années en tant qu'assistante réalisatrice sur de nombreuses fictions TV, décide de quitter les plateaux pour le métier du scénario. Donc elle crée sa société de script doctor et consultante sur plusieurs scénarios. Elle collabore notamment au développement de formats de séries comme Piste Noire ou Résistante pour France Télévisions. Et nous avons également Estelle Chauvin, qui est assistante réalisateur de métier et réalisatrice par passion depuis 2006. En 2022, elle écrit son premier long métrage Ma Sœur, porté par un beau casting. Et le projet est actuellement en financement, elle en assurera la réalisation. Et par ce projet naît la rencontre avec Amélie, script doctor sur le film. Et donc, elle développe aujourd'hui plusieurs projets de films et de séries, dont Au-delà de nous, dont vous allez entendre le pitch aujourd'hui. Sur la fin de la musique. Alors, imaginez un printemps caniculaire dans un village de l'ouest de la France. Le sol craque, les bêtes meurent, l'eau a disparu. Au milieu de ce chaos, il y a Héloïse, maraîchère bio et mère de 3 enfants. Héloïse porte son exploitation à bout de bras. Elle l'a fondée avec Paul, son mari. Paul est dans le coma depuis 2 ans. Il a tenté de se suicider en se jetant d'un pont. Et son réveil est fortement compromis et les médecins ne sont pas très optimistes. Héloïse et Paul ont été mis au banc du village parce qu'ils sont les seuls à essayer de maintenir une exploitation bio, alors que tous les autres ont cédé à Ox, le géant de la biotechnologie qui fournit les semences et l'eau, mais impose aussi ses règles. Héloïse peut compter sur le soutien de Thomas, son beau-frère et voisin. Mais un soir, au bout du rouleau et totalement découragé, un miracle apparaît dans ses sous-bois. Un monolithe, surgi de terre, étrange, lisse et inerte. Dès le lendemain, les cultures d'Héloïse refleurissent et une source jaillit. Que faire? La partager avec les autres agriculteurs du coin qui, eux, font du mal à la terre, ou la garder pour elle? Dans un territoire contrôlé par Ox, avoir de l'eau sans leur autorisation, c'est un problème. Donc elle décide de le cacher. Mais le monolithe grandit de plus en plus. Et il semble vouloir rentrer en communication avec Héloïse. Il lui envoie des visions. Un pont, un corps qui tombe, une silhouette. Paul n'était peut-être pas seul ce soir-là. Alors Héloïse fouille. Elle découvre que Paul allait devenir lanceur d'alerte pour dénoncer les pratiques de Ox. Elle décide d'essayer de faire réouvrir l'enquête au sujet de son suicide, enfin de son accident. Et elle en parle avec Thomas qui évidemment la soutient, mais lui dit, il s'inquiète pour elle et lui dit que Ox ne la laissera pas faire. Des images satellites révèlent l'irrigation et la source sur les terres d'Héloïse. Et du coup, la mairie l'accuse d'un forage illégal. Donc elle est menacée, elle est isolée et il y a un agriculteur en colère qui s'introduit sur son terrain et qui essaye de trouver le forage. Mais le monolithe va réagir et tenter de l'ensevelir. Héloïse, à bout de solution, va extraire de l'eau de la source et va en faire boire à Paul, son mari. Et le lendemain, il bouge. Les médecins n'ont aucune explication.
Alors, trop de questions restent en suspens. Pourquoi ce monolithe est là? Pourquoi maintenant? Est-ce une arme? Un bouclier? Héloïse doit-elle avoir confiance en lui? Ce qu'elle protège, c'est pas juste son champ et sa source, c'est une autre vision du monde. Et surtout, est-ce qu'elle peut défendre ce qu'elle aime? Et les apparences sont malgré tout parfois trompeuses et la trahison plus proche qu'on ne le pense. Au-delà de nous, c'est une mini-série en 4 épisodes où l'intime rencontre le mystère. C'est un thriller rural, écologique sur fond de guerre de l'eau, où l'on parle d'écologie, de deuil, de renaissance, mais aussi de foi. Une foi pas mystique, non, une foi essentielle, la foi en la vie. Et quand la sécheresse devient mondiale, que d'autres monolithes apparaissent sur la surface du globe, la question n'est plus est-ce qu'on est capable de sauver notre planète, mais la question est est-ce qu'on a d'autres solutions et est-ce que surtout on est prêt à accepter celles qui viennent d'ailleurs. Merci de nous avoir écoutés. Merci. Un grand merci à toutes les deux. Alors ensuite, nous allons passer à Elisa Puerto-Obel, qui est une réalisatrice spécialisée en films de genre. Elle a réalisé 2 courts-métrages, The Anteroom et The Barn, sélectionnés au Séminacy, Bifan et Fantasia Film Fest. Elle est là aujourd'hui pour vous présenter Cracks, son premier long-métrage. Merci Agathe, merci à toutes et à toutes. Alors moi je suis moitié française, moitié espagnole et ça fait plusieurs années là que j'habite Madrid. Et Madrid c'est pas mal, mais en juillet l'air il deviendra dense comme du béton. Il faudra s'enfermer sous la clim et attendre désespérément la fin de la journée, enfin que la nuit tombe pour pouvoir sortir. Enfin bref, personnellement je pense que l'été à Madrid c'est une nature morte, parsemée de touristes. Et c'est ce qui se passe dans Cracks, c'est comme ça que ça commence. Cracks se déroule à Madrid en été, dans un futur proche. Dans le centre-ville, il y a un vieux bâtiment où habitent plusieurs voisins, très différents les uns des autres. Au sous-sol, il y a Odalie, la concierge. Personne ne le sait, mais elle est survivaliste depuis belle lurette. En haut, dans la chambre de bonne, il y a Ximena, une gameuse professionnelle. Elle n'a jamais vécu sans écran. Et au troisième, il y a Laura. Elle est pharmacienne, elle vit avec Juan, le pompier. Ils ont leur petite Léa, petite fille très débrouillarde, qui, elle, rêve de voir et toucher des animaux en vrai pour la première fois de sa vie. C'est pour ça que sa grand-mère Sophie, une Française disjonctée de 75 ans, débarque pour pouvoir partir en vacances tous ensemble dans la campagne rêvée. Et c'est là que un message d'urgence atteint tous les Madrilènes. Dans 24 heures, une vague de chaleur monstrueuse, qui peut arriver à 60 degrés, va frapper la ville. Tous ceux qui peuvent doivent partir, ceux qui doivent rester, pour cela, la clim va être déclarée bien de première nécessité. Tout le monde part en vrac, mais nos voisines doivent rester sur place pour différentes raisons. Il ne reste plus qu'à s'isoler sous la clim. Et puis, paf, c'est la chaleur brutale qui arrive, qui frappe. Et alors là, c'est le ciel qui devient rouge vif, traversé par des migrations d'insectes complètement surréalistes. On entend des sons dans les bâtiments qu'on n'avait jamais entendus auparavant. Les gens commencent à mourir d'hyperthermie dans leur salon. Voilà, donc, il y a un incendie qui fait qu'il y a une panne de courant qui atteint le bâtiment et les voisines se retrouvent sans clim. Elles doivent toutes descendre au sous-sol chez la concierge Odalie. Là, horreur, Laura la pharmacienne découvre que ses implants mammaires ont changé de constitution, enfin bref, ils sont devenus tout mous à cause de la chaleur. Oh, l'horreur. Voilà, à part ça, sinon, la grand-mère Sophie, elle pète un câble et elle décide de risquer sa vie en traversant la rue pour aller retrouver le voisin d'en face, sur qui elle fantasme depuis plusieurs heures. Enfin bref, chacune embrasse la catastrophe comme elle peut, mais la vérité c'est que la chaleur fait que les murs commencent à s'ébranler. Il faut sortir du bâtiment. Elles sont seules, personne ne va venir les chercher, ni les aider. Il ne reste plus qu'à s'organiser entre elles,
avec l'aide d'autres voisins du quartier pour essayer de survivre. Et aussi d'atteindre la gare où un plan d'évacuation est censé être activé. Reste à traverser le centre-ville qui est déclaré mortel. Alors, Crax est un survival cli-fi choral avec des touches d'humour très noires, parfois grotesques, qui aident à mettre à distance l'insupportable. Je veux que les personnages soient très humains, très imparfaits, très touchants. Je veux jouer énormément avec le huis clos et jouer avec l'angoisse de ne pas savoir ce qui se passe à l'extérieur. Cette canicule, il faut la raconter d'une façon très sensorielle et hors champ. On va comprendre les incendies à travers les lueurs des fenêtres et les sons d'une ville qui se fissure. Alors, Crax a été sélectionné à plusieurs résidences d'écriture. Notamment la dernière, c'était la résidence Sofilm de genre, en partenariat avec Canal+, Arte et Goodfellas. C'est un film qui est en développement en France qui est développé en France par Interspinas Films. Nous sommes en coproduction avec la France, avec l'Espagne et la Belgique. C'est horrible avec le tic-tac là. Oh là là, quelle horreur. Bon, enfin bref. Nous sommes ouverts à coproduction française. Nous cherchons bien entendu des choses très intéressantes. Et voilà, merci beaucoup. On en parle plus tard. Pardon. Merci beaucoup, Elisa. Alors, pour le prochain projet, nous allons accueillir Xavier Gelfi, qui est comédien et auteur. Il a joué dans plusieurs films et séries, dont Les Amours d'Anaïs, Paris, etc. Et en tant qu'auteur, il a axé son travail d'écriture en interrogeant le rapport aux utopies. Il est très pressé de monter, visiblement. Et donc, notamment à travers un seul en scène qu'il a présenté à la Scala, Brasser de l'air et s'envoler, où il a envie de déconstruire les croyances pessimistes sur la nature humaine qui peuvent annihiler l'envie d'agir. Il a collaboré avec Thomas VDB sur ce projet, pièce qui sera éditée prochainement. Il a également réalisé un court-métrage et un documentaire, et aujourd'hui, c'est son premier long-métrage qu'il va vous présenter, Pépin. Bonjour, merci pour l'accueil, merci pour la présentation. Donc moi je vous parle d'un projet de fiction de long métrage qui s'appelle Pépin. C'est une comédie satirique un peu à l'italienne mais française, puisqu'elle se déroule dans un village français fictif du nord de la France qui s'appelle Tizouzou. C'est un village assez replié sur lui-même où règne un certain cynisme et un petit peu d'étrangeté comme les villages qu'on peut voir dans le cinéma de Bruno Dumont. Et dans ce village, il y a un maire qui est en place depuis des décennies qui s'appelle Roger et qui est obnubilé par des nouvelles caméras infrarouges à reconnaissance faciale qui veut mettre un petit peu partout dans le village pour protéger les habitants dont on ne sait pas quoi, puisqu'il ne se passe pas grand-chose de dangereux dans le village. Il y a le dernier lieu culturel dans ce village, c'est un musée patrimonial sur la Seconde Guerre mondiale spécialisé dans les obus, et c'est dans ce musée que travaille le rôle principal, donc le personnage principal, Pépin, que les habitants surnomment Pépin parce qu'il a la lubie de vouloir semer des pépins de citron, persuadé qu'un jour un citronnier poussera dans le nord de la France à cause du réchauffement climatique ou à force de foi et d'espérance. Ça, c'est la grande question. 2 jeunes chercheurs vont débarquer dans ce village. Ils viennent d'avoir l'autorisation, en fait, le feu vert d'une délégation interministérielle pour mettre en place une expérimentation pilote qui a pour but de tester la robustesse et la sérendipité, c'est-à-dire tester l'efficacité des personnes a priori non efficaces. Il y a beaucoup de chercheurs qui ont travaillé là-dessus, c'est-à-dire que notamment Olivier Amand qui parle des marginaux qui sont à la marge du groupe, qui en fait peuvent le guider et qui sont en fait, les personnes marginales sont en fait peut-être les plus adaptées à changer le système. Donc ces 2 jeunes chercheurs essayent de faire ça à l'échelle d'un village. Ils arrivent, ils organisent un grand jeu concours et c'est Pépin qui va être désigné. Donc Pépin qui est un personnage assez candide, un peu dans la lignée des Pierre Richard, des personnages qu'interprétait Pierre Richard ou Roberto Benigni. Il va être désigné. Évidemment, je vous laisse imaginer la succession de cacophonie que ça va engendrer. Roger va tenter un espèce de putsch, donc il va se rassembler avec les 3 figures masculines tutélaires du village, le gendarme, le facteur, le prêtre, pour mettre des bâtons dans les roues à Pépin qui vient d'être désigné de manière complètement arbitraire, puisque les jeunes chercheurs ont organisé un jeu concours et c'est donc la personne la moins adaptée qui va être maire pour quelques mois. Donc tout ça va créer
créer une succession de quiproquos. Les 4 personnes, le gendarme, le facteur et le prêtre, qui vont essayer de mettre des bâtons dans les roues, vont être pris la main dans le sac et remplacés eux aussi par une personne a priori qui n'est pas très adaptée pour ce genre de fonction, une personne jeune muette, une jeune femme muette qui va être désignée à la gendarmerie, et une enfant de 13 ans va être tirée au sort pour représenter la religion. Donc ça va être un scandale total, le diocèse va débarquer et en fait petit à petit dans ce chaos, dans cette cacophonie va renaître une forme de vie qui s'était absentée de ce village, et une transformation va se faire un peu malgré Pépin, malgré lui-même, il va devenir une sorte de héros malgré lui. Voilà, donc ça c'est dans les grandes lignes le projet. Moi, ce qui me tient à cœur avec ce projet, c'est de parler de ça, de parler des personnes qui sont assez invisibilisées ou qu'on considère pas aptes ou inaptes à, ce qui est la même chose, pas aptes et inaptes, à certaines choses, et alors qu'en fait, au contraire, ça pourrait amener une nouvelle façon de voir les choses. Et j'avais envie que ça soit une comédie parce que, notamment à travers un personnage singulier et rassembleur comme Pépin, parce que j'étais adolescent très marqué par le personnage de Brice de Nice qui a déferlé dans les cours de récré, et je me disais, ça serait beau d'avoir un personnage un peu à l'inverse, qui n'est pas là pour casser, mais pour semer, et qui soit repris dans le village, et puis dans le meilleur des cas pour les spectateurs, qui soit repris voilà. Donc voilà. Et la dernière chose, il me reste 15 secondes, ça me tenait aussi à cœur de démarrer par un postulat un peu mortifère et un peu pessimiste de ce village, et de tendre vers l'optimisme. C'est souvent l'inverse qu'on voit, je trouve, où pour créer un électrochoc, on termine par un constat assez pessimiste pour réveiller les gens, mais moi je trouve que ça peut avoir tendance à tétaniser, et je voulais au contraire créer un élan et un enthousiasme en montrant cette transformation qui a déjà été expérimenté d'ailleurs en Norvège et au Danemark, il y a déjà eu ce genre d'expérience. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup Xavier, je pense que tu as pu transmettre ton élan et ton optimisme à toute l'assistance. Merci beaucoup. Alors on va passer à notre dernier pitch de scénario qui est présenté par un duo, Anthony et Sarah. Donc Sarah Fromentarius développe des projets de fiction comme de documentaires, souvent des explorations de communautés avec un angle de comédie. Elle est passée par Eureka Series et la Cité européenne des scénaristes, et elle développe en ce moment des projets avec Capadrama, Tajin Studio et 2666 Productions. Son acolyte Anthony Mialet est scénariste de fiction audiovisuelle et cinéma. Il développe actuellement des projets de polar, drame et comédie qui mettent en lumière les invisibles. Donc Anthony et Sarah pour Ève et Adam. Bonjour à tous. Bonjour. Alors nous, on va commencer par un petit aide. Faites attention quand vous déposez un cadavre dans la nature, s'il vous plaît. Est-ce que vous saviez que de l'ADN humain a été trouvé dans du miel d'abeille? Que dans les Pyrénées, c'est un corps que l'on a retrouvé dans un nid de vautour? Ou qu'une jolie fleur peut trahir l'emplacement d'un corps enterré en changeant sa couleur? Bienvenue dans Ève et Adam. C'est une série polar comédie familiale aux épisodes de 52 minutes, au cœur des Pyrénées-Atlantiques, et où la nature parle, et où il faut savoir l'écouter pour résoudre des crimes bien humains. Ça tombe bien, Ève et Adam savent écouter. Enfin, chacun à leur manière. Ève, c'est une capitaine de police à l'instinct animal qui piste comme personne. Elle préfère vraiment travailler seule, et sa particularité, c'est qu'elle est atteinte de prosopagnosie. C'est-à-dire qu'elle ne reconnaît pas les visages. Alors pour identifier les personnes qu'elle connaît, elle les associe selon leur particularité à un animal. Par exemple son chef, il est trapu, il est bougon, 7 jours sur 7, il est facilement essoufflé, je ne sais pas si vous l'avez, un bulldog. Alors sur le terrain, son hypersensibilité, c'est aussi son super pouvoir. Elle capte, Ève, les détails comme personne. Elle lit les traces animales comme d'autres lisent une carte. Comme ce jour où des restes humains sont retrouvés en pleine montagne, elle est capable d'escalader pour retrouver le nid d'un vautour fauve qu'elle avait repéré, récupérer une main et comme ça identifier le corps. Pendant les interrogatoires, elle entend ce qu'il ne se dit pas, elle écoute les silences. Mais bientôt, un coéquipier lui est imposé. Adam, lui c'est le scientifique pur jus. Si cet entomologiste a quitté son laboratoire pour enquêter sur le terrain, il préfère nettement quand la nature tient sur ses lames de microscope. Les insectes, ce sont ses meilleurs indices. Comme la fois où un charançon rouge de noix de coco a révélé que le coupable avait récemment voyagé dans un pays tropical, confondant ainsi un suspect totalement inattendu. Adam est méthodique, rigoureux, voire même un petit peu rigide. Il s'agace souvent de l'instinct d'Ève, surtout quand ses intuitions les mènent là où la science peine à suivre. Tout se passe donc au cœur des Pyrénées-Atlantiques, entre les plages et les montagnes, les forêts et les grottes.
À chaque fois, c'est l'exploration d'un écosystème, d'une espèce, d'une trace, parmi l'infinité des possibles. Et donc à chaque fois, c'est aussi la nature qui révèle les indices. C'est donc à chaque épisode un crime, une enquête, mais aussi une évolution dans la relation entre Ève et Adam. Bon, Ève et Adam, c'est une longue histoire. Ils ont littéralement grandi ensemble. De cours d'école en camp de scout, ces deux-là étaient inséparables. Et puis Adam est parti, Ève est restée. Aujourd'hui, fraîchement divorcé, Adam revient dans la région pour se rapprocher de ses jumeaux. Bon, par la même occasion, il se rapproche de son ex-femme, qui se trouve être en plus la légiste de la brigade. Et comme un bonheur ne vient jamais seul, la mère d'Adam, une grand-mère 2.0, n'a pas du tout le temps de jouer la nounou. Entre ses cours de Bikram yoga et ses apéros entre copines, c'est un véritable courant d'air. Alors c'est Cléo, la fille d'Ève, qui s'improvise babysitteuse. Cléo, c'est une ado rebelle de 15 ans qui saute sur cette occasion de pouvoir regarder les jumeaux d'Adam pour enfin sortir de sa maison paumée en pleine forêt et au Graal retrouver du réseau. Et petit à petit, elle accroche à l'univers d'Adam. Assez bizarrement, mais ça fait sens quand un secret bien gardé refera surface. En réalité, le père de Cléo, ce n'est pas un ranger du parc du Serengeti, mais bien Adam lui-même. Cette drôle de famille se cherche, se bouscule et va apprendre à vivre ensemble. Parce qu'un lien fort les unit et les réunit tous, leur rapport avec le vivant, même s'ils l'expriment chacun à leur manière. Et ça change tout, parce que résoudre un crime, c'est aussi comprendre ce qui dysfonctionne dans notre monde. Et ici, notre rapport à notre environnement, à l'autre et aux choix que l'on fait. Ève et Adam, entre deux empreintes animales et une plante carnivore qui digère l'indice, c'est une série qui nous aide à mieux comprendre le vivant aujourd'hui pour essayer de mieux cohabiter avec lui demain. Merci beaucoup à tous les deux. C'était notre dernier speech de scénario qui a été donc écouté par notre jury qui est composé, je m'excuse, j'ai oublié de les présenter au début de cette session, Chloé Mélodie Desrues, responsable de la distribution chez MK2 Film, Assia Barge, qui est responsable de production cinéma français chez Studio Canal, Émilie Demanche, qui est responsable éco-production et RSE au pôle contenu TF1, et Marilyn Eyerman, directrice du programme Act for Impact chez BNP Paribas, et enfin Maude Leclerc, que vous avez entendu plus tôt aujourd'hui, cofondatrice de Impact Film. Donc, notre jury pourra délibérer et élire le favori du jury que l'on annoncera pendant le cocktail où j'espère vous êtes tous inscrits, parce qu'après on se retrouvera en balconie 6 juste là pour pouvoir échanger sur ces pitchs de projets qui ont été présentés aujourd'hui. Donc voilà, s'il y a des projets qui vous ont intéressé, avec qui vous voulez échanger, poser plus de questions, on pourra se retrouver là-bas. Si jamais vous n'êtes pas inscrit, peut-être qu'il nous reste une petite place, vous pourrez venir me voir. Voilà. On va maintenant passer au reverse pitch par les producteurs et distributeurs. Donc en fait, on avait aussi envie d'entendre les producteurs et les diffuseurs nous parler de leurs envies aussi. Eux, comment ils conçoivent ces enjeux dans leur stratégie éditoriale. Parce que notre jury qui est assis ici, on a envie d'entendre aussi qu'est-ce qu'ils cherchent finalement. Donc on va avoir 5 pitchs, dont 3 qui sont dans notre jury aujourd'hui. Et nous allons commencer par... Gaëlle Mareschi, qui est directrice de film chez Netflix. Bonjour, merci d'être là, merci pour l'invitation aussi. Je m'appelle Gaëlle Mareschi, je m'occupe des films français chez Netflix. Chez Netflix, notre première mission, c'est de raconter des histoires pour divertir le monde. Donc c'est un gros programme, mais en gros par des films, par des documentaires, par des séries. On pense au pouvoir des récits qui peuvent provoquer des conversations, pour certains alimenter les débats. Et on le voit par ailleurs avec la série récente Adolescence qui est en train de bousculer le Parlement en Angleterre. Donc c'est sûr qu'on croit vraiment à ce pouvoir-là. Et on a un public très large parce qu'aujourd'hui, on s'adresse à plus de 700 millions de personnes dans le monde tous les jours, dans plus de 190 pays. Ce qui veut dire que, évidemment, on est obligé de réfléchir à une ligne éditoriale qui n'est pas unique. On n'essaye pas de s'adresser à un seul public quand on accompagne un film. Et donc, on a une ligne éditoriale qui est basée sur la diversité, qui est basée sur la liberté créative. Et on essaye de raconter les meilleures histoires les plus fortes. Sur la question de la sustainability,
on cherche des histoires modernes, mais ça ne veut pas dire que ce sont des histoires qui doivent se passer aujourd'hui. On n'a encore jamais vraiment fait de films historiques dans les Netflix Originals. On adorerait en faire, mais ce qui compte pour nous, c'est vraiment d'essayer de connecter le public et d'accompagner des films qui se connectent à une époque. On a fait un petit film qui s'appelle Sous la Seine, qui a plutôt très bien marché en France et à l'international. Et l'idée, c'était que Xavier Jans, le metteur en scène, a raconté, donc est parti d'un genre très connu qui est le film de requin, et a essayé de proposer un regard frais sur ce genre. Et ce qui nous a amusé, c'était en effet d'insérer l'animal dans la ville, donc le requin dans la ville. Ça a été de se baser sur la vraie histoire de Paris, où on a réfléchi, on a réalisé qu'il y avait en effet des obus dans les souterrains de Paris, donc on a joué avec ça. On a essayé de jouer sur une certaine crédibilité, de mettre un requin dans l'eau douce. En tout cas, c'était assez intéressant qu'au même moment se passait le beluga qui s'est perdu dans la Seine. Mais voilà. En tout cas, ce qui est intéressant pour nous, c'est vraiment de se dire qu'on n'a pas essayé de faire une fable écologique, puisqu'encore une fois, on essaye de divertir avant tout. On ne fait pas passer des messages politiques, en tout cas dans nos films. Mais ce qui est important pour nous, là, c'était de se dire qu'en sous-texte, l'écologie était présente. C'est-à-dire que le requin est quelque part la victime du dérèglement climatique. Donc ça nous a beaucoup amusé. D'ailleurs, le fun fact, c'est que le film ouvre sur le continent de plastique, le 7e continent. Et on a vu le lendemain du lancement du film qu'il y avait plus de 300% de recherche sur le 7e continent sur Wikipédia. Donc voilà, à notre modeste niveau, c'était assez intéressant de voir que les gens se sont posés des questions sur est-ce que c'est vrai, est-ce que ça existe, la limite entre la fiction et la réalité. Et je crois aujourd'hui qu'il est important de parler de durabilité. Donc c'est hyper intéressant qu'on parle de sustainability, de durabilité, parce que et pas juste d'écologie ou de dérèglement climatique. Je trouve qu'on se restreint parfois tous dans la création française à tourner autour de ces questions-là, alors qu'aujourd'hui il est important de réfléchir à des histoires qui tournent autour de la justice, de l'équité, de l'alimentation, de la pauvreté, bien se loger, bien nourrir. On le fait pas assez nous et on n'en reçoit pas assez, amis producteurs. On a essayé de le faire avec une série qui a bien marché, qui s'appelle En Place, avec Jean-Pascal Zadi, où de façon assez comique, un jeune homme issu des quartiers va se retrouver à se présenter à l'élection présidentielle, et toute la base de son programme est sur le comment manger mieux et mieux manger. Donc c'est vrai que ça aussi, c'est parler de durabilité. On adorerait recevoir dans ce sens des projets qui soient plus qui se passent dans des arènes de l'école, de l'agriculture. C'est vrai qu'on n'en trouve pas assez, et encore une fois, on doit divertir. Donc comment on rend moteur ces sujets dans les histoires, et pas juste de réfléchir autour à comment insérer, et tout ça est très important. C'est-à-dire que quand tu as un scooter électrique que conduit Michael Fassbender dans le film de David Fincher, The Killer, c'est hyper malin et ça donne des envies, mais c'est vrai qu'aujourd'hui notre réalité, notre conviction et notre tentative, c'est de trouver plus d'histoires où la durabilité va être moteur. Je prends l'exemple d'un film allemand, donc qui n'est pas du tout un film Netflix, qui s'appelle 100 Things, et qui est assez intéressant parce que c'est l'histoire de deux hommes amis qui se lancent un pari et qui décident en 100 jours de se débarrasser de tout ce qu'ils ont dans leur vie superflu. Ils se retrouvent complètement à poil dans leur appartement et ils se rendent compte que la plus belle des choses est leur amitié. Mais c'est ça aussi la durabilité, donc je trouvais ça intéressant de le mentionner. Et c'est vrai qu'on reçoit beaucoup de films qui tournent autour de dystopie, d'éco-anxiété, de lanceurs d'alerte, et on rêve de nous réfléchir, trouver aussi, donc encore une fois amis producteurs, à des projets qui sont inspirants, qui donnent envie de s'engager, qui donnent envie de laisser un monde meilleur à nos enfants, de transmission. Et c'est vrai que ça, on n'en reçoit vraiment pas beaucoup, et je pense que voilà, c'est un peu un appel à l'ouverture de chakra collective sur comment est-ce qu'on peut essayer de créer des choses très positives autour de cette durabilité. Voilà, donc trouvons ces nouvelles histoires ensemble. En tout cas, à bon entendeur, merci beaucoup à vous. Merci beaucoup Gaëlle. Donc vous l'avez compris, chers auteurs, il faut donner envie, il faut montrer du positif, et je pense qu'aujourd'hui,
la question de l'anxiété, il faut essayer de la transformer en positif et montrer qu'ensemble, on peut créer des futurs qui soient plus désirables et qu'on a envie de montrer ces futurs désirables à l'écran. Donc nous allons maintenant passer au deuxième Reverse Pitch avec Chloé Mélodie Desrues, qui est responsable de la distribution chez MK2 Film. Bonjour à toutes et tous, merci Agathe. Alors MK2 Film fête ses 50 ans cette année et pour l'occasion on a décidé il y a un peu plus d'un an maintenant de refaire de la distribution. MK2 en faisait il y a très longtemps mais c'était arrêté et pour ça on a monté une structure dont vous avez peut-être entendu parler qui s'appelle MK2 Alt. Alt pour alternative et alternatif. Et je dirais qu'on a plusieurs axes et stratégies avec ce lancement de cette structure, mais je vais m'attarder surtout sur la principale qui est donc la diffusion de formats qui sont pour nous alternatifs. Donc ça peut être sur le fond, sur la forme. Par exemple, on a diffusé le film d'Inoxtag, Kaizen, en septembre dernier. C'était un film particulier puisque c'était un documentaire sur un YouTuber qui durait très longtemps et on a choisi pour ça de faire une sortie salle différente de ce que font habituellement les distributeurs, je dirais plus classiques, traditionnels et qui le font très bien. Justement, nous, notre but, c'est pas du tout de concurrencer cette partie-là, mais c'est d'essayer d'aller toucher un public autrement en événementialisant nos sorties. Et en les accompagnant d'une façon différente, c'est-à-dire sur un temps beaucoup plus court, mais avec une événementialisation beaucoup plus impactante parce que s'adressant à des communautés déjà très établies. Et ça, c'est vraiment notre souhait d'aller là-dessus. Sur d'autres projets de ce type, on a aussi sorti un film qui, là, pour le coup, avait un impact social assez important qui s'appelle Théâtre Chappie, qui était réalisé par JR et qui était sur le milieu carcéral en prison aux États-Unis. Là, on a sorti le film de façon un peu plus traditionnelle dans la durée, mais on a fait tout un travail d'accompagnement, de hors-média, de débat, de conférences qui permet là encore d'atteindre un public plus large et de créer du débat au sein des salles de cinéma. MK2 a d'ailleurs des salles de cinéma et notre but, c'est vraiment avant tout de donner la possibilité aux créateurs qui viennent d'ailleurs du cinéma à la base ou pas, qui peuvent venir de la Creators Economy ou qui peuvent venir d'autres milieux, de délivrer leur message au plus grand nombre et donc dans ce cas au cinéma. Voilà ce que je peux dire sur cette stratégie-là. Donc pour les auteurs, les producteurs, on est une jeune structure, je dirais, même si MK2 Film ça fait 50 ans, mais MK2 Alt c'est vraiment encore récent. On se développe, on est très friand d'avoir des propositions de projets. On peut s'engager sur un projet terminé ou comme sur un projet non terminé qui est en développement. Voilà, nous ce qu'on veut avant tout c'est être surpris et pouvoir se dire que le message, peu importe la forme qu'il prend, peut avoir sa place au cinéma et peut toucher un très large public. Donc n'hésitez pas à nous contacter et à nous envoyer vos projets. Voilà. J'ai été un peu plus rapide, mais merci beaucoup. Merci beaucoup Chloé Mélodie. Donc vous l'avez compris, chers auteurs, ils sont en recherche de projets activement. Pour la suite de ces reverse pitch, nous allons maintenant accueillir Asia Barge, qui est donc directrice des productions cinéma français chez Studio Canal. Bonjour à tous, merci d'être là. Donc pour vous parler rapidement de Studio Canal, c'est une grande structure qui est notamment composée d'un service de production dans lequel on accueille à peu près 500 projets par an. Donc c'est assez énorme en termes de volume. On a vraiment une diversité de typologies de recherche. On peut faire des films de genre, des films famille, des comédies. On est vraiment assez ouvert. On a évidemment des auteurs qu'on continue à accompagner film après film.
Et dans toute cette démarche-là d'accueil, on va faire à peu près 12 films par an. Donc l'écrémage est assez énorme. Dans cette démarche-là, on essaye à chaque fois qu'on examine et qu'on étudie un projet de regarder au-delà de la qualité narrative, etc. Si évidemment on a des enjeux de diversité, de mixité dans la narration, on est assez concentré sur ça. C'est vrai que sur l'écologie, ces préoccupations rentrent plus dans la typologie des films de genre qu'on peut aussi recevoir. Ça, c'est pour l'examen des projets. Après, pour une volonté un petit peu plus, on va dire, proactive aussi de notre côté, on a mis en place un fonds dédié à soutenir les films de femmes pour améliorer la diversité et la mixité dans nos line-up, puisqu'aujourd'hui, la quasi-majorité des films sortis en France sont réalisés par des hommes. En tout cas à budget conséquent, ça c'est sûr. Donc cette statistique-là, elle appartient à nous, distributeurs et producteurs, de la modifier, et il faut donc être proactif. Donc on accompagne en développement là plusieurs projets portés par des réalisatrices confirmées ou des réalisatrices qui vont faire leurs premiers pas aussi. On a aujourd'hui sur le line-up, en tout cas, un film de genre qui fait partie aussi de ce fonds-là, qui sera sorti par Apollo le 7 mai, et qui est réalisé par une jeune réalisatrice qui s'appelle Roxane Elberg, et qui porte un film de genre, parce que les femmes aussi peuvent faire des films de genre qui bastonnent, dans lequel on a un casting très divers aussi, parce que la mixité, la diversité doit se faire devant et derrière la caméra. Donc ça aussi, on est assez attentif à ça. On a aussi un projet auquel on tient beaucoup de Lise Akoka et Roman Guéret qui avaient fait Les Pires, et sur lequel on s'intéresse et on se penche sur la communauté, en tout cas d'enfants qui vivent à Place des Fêtes autour de 2 animatrices. C'est une colonie qui se passe en Ardèche. Donc ça, on est aussi très fiers de porter ce film-là. Sur les enjeux écologiques aujourd'hui, je vous disais, ça passe beaucoup par les films de genre qu'on peut faire aussi sur notre slate film de genre, mais ça passe aussi beaucoup par les films qui sont réalisés et qu'on suit depuis ses premiers films, Gilles Demestre, où là on est beaucoup aussi sur ces enjeux-là de protection de la nature, de protection du vivant. Cette année, on a sorti un film qui s'appelle Le Dernier Jaguar, qui a fait plus d'1 million d'entrées et qui dénonce le braconnage en Amérique du Sud. Donc on a aussi, dans la variété des films populaires qu'on porte et qu'on veut faire, on essaye d'insérer en tout cas tous ces thèmes-là dans toute la typologie des films qui sont présents sur notre line-up. Donc ça, c'est un peu ce qui est en tout cas nous en proactivité. On a aussi des associations avec des écoles, notamment la Cité européenne des scénaristes, où on favorise aussi dans nos développements, en tout cas le système de compagnonnage. Donc on essaye en tout cas d'ouvrir toutes ces portes-là, et dans l'étude de chaque projet, on veille à ce que ces thèmes-là soient mis en exergue. Et quand on signe des contrats de coproduction et de distribution, pour être plus concret, on demande aussi à ce que soit insérée une charte d'éco-production, de mixité, de diversité, pour veiller à une égalité des rémunérations entre les hommes et les femmes, etc. Qu'on essaye aussi de pousser auprès de nos chers producteurs délégués, avec qui on travaille aussi main dans la main. Et quand ce sont nos productions déléguées, c'est encore plus facile, puisqu'on est à la maîtrise de tout. Voilà, c'est à peu près tout pour moi. Je crois que je suis... Time is up. Merci beaucoup, Assia. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de vous entendre, parce qu'effectivement on voit bien qu'il y a des stratégies dans la ligne éditoriale qui sont très différentes en fonction de chacun. Donc là on voit que c'est plus les questions de diversité, ou alors dans le film de genre. Donc je crois qu'il y a un projet ce soir qui était très proche de ce que vous cherchez, parce qu'il coche 2 cases, film de genre et porté par une femme. Donc peut-être que vous aurez de quoi échanger pendant notre cocktail ensuite.
Pour les prochains River Speech, nous allons passer à Maude Leclerc, qui est cofondatrice de Impact Film. Bonjour à tous et à toutes. Donc, Impact Film, en fait, pour le coup, c'est pas un des critères, c'est une obligation d'avoir un enjeu effectivement de transition sociétale. Donc, pour pouvoir être éligible et bénéficier du soutien d'Impact. Donc, Impact Film, on va dire, c'est un écosystème dans lequel il y a un fonds d'investissement, qui est un fonds d'investissement privé et qui soutient et investit dans des longs métrages, des documentaires, de la série, enfin à peu près tous les formats, essentiellement au stade de production, mais également en soutien en co-distribution. Donc sur ce fonds, on a des thématiques en fait qui sont des points obligatoires pour être étudiés, qui sont en fait l'émancipation des femmes, la diversité à l'écran, mais aussi derrière l'écran, la transition écologique et les problématiques sociétales. Voilà, on a été créé en 2018, on a investi dans à peu près 20 productions, donc pour ceux qui étaient là, notamment Vermine, qu'on a présenté tout à l'heure, mais également un petit truc en plus, mais on va dire que par exemple notre premier film qui a à peu près été bénéficier d'une reconnaissance, c'était Papicha, voilà. Et donc là, qu'il y avait plusieurs thématiques qui sont les thématiques d'impact, donc effectivement sur les, on va dire, pensée critique et religion, qui est une de nos thématiques d'intérêt, mais aussi effectivement l'émancipation des femmes. Voilà, et donc nous on a des comités tous les 15 jours, donc enfin on est très actifs, on est une équipe essentiellement pro bono avec effectivement quand même une salariée qui fait l'accueil des projets, ça c'est pour ceux qui veulent nous envoyer des choses. Mais en fait notre nouvel axe de développement dans le fonds d'investissement effectivement c'est de s'investir également plus en aval, donc on a commencé à faire de la co-distribution depuis un certain temps. On vient de signer un output deal de co-distribution avec Tandem, voilà, avec lequel on avait déjà fait Vermine et d'autres films, donc qui effectivement est une société de distribution cinématographique qui est également extrêmement sensible à toutes ces thématiques de transition sociétale. Et on essaie d'accompagner aussi maintenant dans effectivement des conférences, des débats, les films lors de leur sortie en salle. Voilà, on a fait j'ai déjà dit plus de 20 films. Donc à côté du fonds d'investissement, on a quelque chose qui me tient à cœur, qui s'appelle l'Observatoire des images et qui est un think tank, on va dire, en fait, qui réfléchit sur effectivement les modèles présentés sur les différents écrans, tant de cinéma que effectivement de télévision, et qui nous amène à nous réfléchir sur la représentation du handicap, effectivement, des gens en surpoids, de tout ça. Donc des choses voilà, qui ne sont pas souvent interrogées, je trouve en tout cas pas assez de notre point de vue, par les médias actuels. Et enfin, on a un dernier pan qui est qui s'appelle We Build Change et qui accompagne en fait des jeunes talents de l'industrie, que ce soit producteurs, auteurs, agents, enfin toute personne, distributeur ou exploitant de salle, effectivement, et qui soutiennent en fait ces valeurs et ces valeurs de transition sociétale que nous soutenons chez Impact. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup Maude et merci beaucoup à Impact Film d'exister, parce que vous permettez à des projets qui portent ces sujets d'exister à travers vos différentes structures, que ce soit par la production, l'accompagnement ou la réflexion, et donc de nous amener à questionner notre rapport au monde, notre rapport au vivant et notre rapport au bonheur peut-être, parce qu'aujourd'hui on a envie de partager un peu d'autres imaginaires autour du bonheur et savoir qu'est-ce qui nous rend profondément heureux finalement. Pour notre dernier River Speech, nous allons passer avec Stéphanie Brémond, qui est DGA feuilleton et série longue chez Studio TF1.
tous. Écoutez, moi je représente une activité qui est un peu particulière, que sont les séries quotidiennes. Les séries quotidiennes, en fait, nous, ce que nous représentons, c'est un peu la vraie vie. Et on va dire que dans la transition, sur la transition écologique, c'est difficile de représenter la vraie vie et de faire des arches vraiment avec des enjeux, mais ça veut juste dire que tous nos personnages doivent avoir un comportement, on va dire, relativement exemplaire. Et je dirais que la partie transition écologique, elle est surtout derrière l'écran de notre côté, puisque en fait sur nos 4 productions actuellement, il y en a 3 qui sont déjà classées éco-prod. Donc ça, on va dire qu'il faut qu'on soit exemplaire, mais plutôt derrière la caméra. En revanche, on a un rôle vraiment très important, je pense, sur la partie de la transition sociétale, puisque tous nos personnages et toutes nos histoires doivent être rattachés à la société, au vivre ensemble et aux différentes problématiques que ça peut représenter. Alors ça veut dire que tous les sujets doivent être abordés, pas forcément de manière frontale, parce que en l'occurrence on travaille actuellement sur 3 des quotidiennes. Nous travaillons pour TF1 qui est une chaîne grand public, et les sujets de façon trop frontale, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus facile à regarder pour le grand public. Mais en revanche, on doit traiter de tous les sujets d'une manière ou d'une autre. Ça veut dire que même au sein d'une arche policière, on peut parler de la précarité étudiante. Au sein d'une arche amoureuse, on peut parler des questions de racisme. Donc c'est des choses qui nous tiennent vraiment à cœur. On a aujourd'hui sur toutes nos séries quotidiennes travaillé sur beaucoup de sujets d'évolution de la société, parce qu'en réalité nos séries quotidiennes, elles doivent être plutôt, on va dire, sur la tendance assez avancée de la société. Il faut juste garder en tête, alors c'est pas forcément sur un sujet très gai, mais il faut savoir que à l'époque de Plus belle la vie, quand le Plus belle la vie sur France 3 avait fait une arche sur une épidémie avant l'épidémie du Covid. Et en fait, c'était une arche où c'était une épidémie répandue dans Marseille. Donc on a des auteurs qui sont très sensibilisés aux différentes problématiques de société, quelles qu'elles soient. Je vous ai parlé de la précarité étudiante. On peut traiter des sujets de la ménopause. Ça paraît anecdotique, mais ça ne l'est pas. C'est juste la moitié de la population qui est concernée. Et ce n'est pas un sujet particulièrement traité dans la fiction en général. Voilà. Et donc, on se doit également de représenter une palette de personnages, quel que soit leur sexe, leur genre, leur orientation sexuelle également, leur couleur de peau, leur milieu social. Ça fait partie en fait de la mission dans laquelle on est. Après, on travaille en fait avec des équipes de scénaristes, mais qui sont censés, on va dire, travailler sur tous les types de sujets. C'est-à-dire qu'ils sont censés être assez à la pointe de la société, mais également savoir écrire une bonne arche policière ou une bonne arche amoureuse. Donc voilà, c'est une autre façon de travailler sur la transition écologique et sociétale, mais je pense que les quotidiennes ont une part importante à jouer. Voilà. Merci. Merci beaucoup Stéphanie, et merci beaucoup vraiment à vous producteurs et diffuseurs d'avoir partagé votre stratégie et votre ligne éditoriale, parce que c'est quelque chose, un exercice qu'on vous demande pas souvent de faire et qui n'est pas facile. Donc vraiment je vous en remercie, et je vais maintenant pouvoir vous laisser délibérer pour élire le favori du jury. Et pour vous tous, je vous invite maintenant à nous suivre au cocktail si vous êtes inscrits. Si vous n'êtes pas inscrits, on va attendre de voir s'il reste peut-être une petite place pour ceux qui ne se sont pas inscrits. Merci beaucoup à tous d'avoir été là, et à l'année prochaine.